Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 8e épisode de Sur ce bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte Raphaël en compagnie de mes co-animateurs Étienne, Jérémy et Chloé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, nos sujets pour aujourd'hui. Tout d'abord, pour notre bloc sport, nous allons faire un retour sur les dernières transactions qui se sont passées à la LNH et qui se sont conclues ce 8 mars dernier. Et pour notre rubrique faits divers, nous allons conclure notre voyage en terre du milieu avec Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais lancer le bal avec notre rubrique sport en débutant avec les gardiens qui ont été échangés lors des dernières transactions. Tout d'abord, et ça c'est sans doute la plus grosse transaction par rapport aux gardiens, c'est celle qui entoure le Canadien de Montréal et les Devils du New Jersey. Le Canadien a finalement mis un terme à son controversé ménage à trois entre ses gardiens en envoyant Jake Allen aux Devils du New Jersey en échange d'un choix de 3e ronde au prochain repêchage. Ce choix de 3e ronde a une possibilité de devenir un choix de 2e ronde si les Devils font jouer Jake Allen pour 40 matchs en saison régulière. Le tricolore retiendra la moitié du salaire annuel de Jake Allen, qui est d'une somme de 3,85 millions de dollars, et qui se conclura à la fin de la saison 2024-2025. Avant de jouer pour le Canadien de Montréal, Jake Allen a fait ses débuts à la LNH avec les Blues de Saint-Louis à partir de 2012, avant que le Canadien ne l'acquiert en 2020. Et en 21 matchs cette saison, Jake Allen a obtenu 6 victoires, 12 défaites et 3 défaites en temps supplémentaire, une moyenne de buts alloués de 3,65 ainsi qu'un taux d'efficacité de .892. À nouveau, avec les Devils du New Jersey, mais cette fois avec les Sharks de San Jose. Les Devils ont échangé Vitek Vanecek en plus d'un choix de 7e ronde contre Kaapo Kähkönen. Cette saison, Vanecek avait remporté 17 victoires sur 32 matchs avec les Devils. L'an dernier, il avait une très très bonne saison avec New Jersey. Mais malheureusement, sa montée s'est violemment écroulée lorsqu'ils sont allés en série contre les Rangers. Ce qui a fait que les Devils ne l'ont plus inclus dans leur plan futur, malheureusement. Du côté de Kähkönen, celui-là a une bien moins forte streak, avec seulement 6 victoires en 31 matchs. Mais considérant ce que les Sharks avaient à offrir, on pourrait dire que c'était un peu leur crème de la crème, car il a une très bonne moyenne d'arrêt. Encore une fois avec les Sharks, mais cette fois avec les Sabres de Buffalo, San Jose a obtenu David Cooley, un jeune venu tout droit de la Ligue junior. D'ailleurs, j'avais recherché pour voir ses stats avec les Sabres en 2023-2024, mais je n'ai rien trouvé. Donc, il semble fraîchement arrivé à la LNH et on lui souhaite bonne chance. Maintenant, du côté des Blue Jackets de Columbus, avec les Blues de Saint-Louis, les Blue Jackets ont obtenu Malcolm Subban, le frère de Piquet Subban, en échange de considérations futures. Ça veut dire quoi, considération future? Ça veut dire qu'essentiellement, Malcolm Subban ne vaut plus grand-chose au sein de la Ligue de hockey, ce qui est triste, mais qui sont les faits. Ce dernier a obtenu 36 victoires en 86 matchs, a une moyenne de buts alloués de 3.10, ainsi qu'un taux d'efficacité de .898. Avant de passer la rondelle à mes collègues, 2 petites annonces. Dans le cas de Jacob Markstrom, qui est le gardien des Flames de Calgary, après quelques semaines d'indécision au sein de l'équipe par rapport à son possible départ, les Flames ont finalement décidé de le garder. Il est possible qu'ils préféraient l'échanger cet été dû à son haut salaire afin d'obtenir un joueur de haut calibre en échange. Et ensuite, du côté des Bruins de Boston, cette fois-ci, ils ont décidé de jouer la prudence en conservant Linus Ullmark afin de conserver leur duo de gardiens qu'ils forment
avec Jeremy Swayman. Mais pourtant, selon moi, ils auraient dû essayer de l'échanger afin d'obtenir un centre de qualité. Donc, voilà ce qui conclut l'essentiel concernant les gardiens. Je passe maintenant la parole à Jérémy. Merci Raphaël. Donc moi je vais y aller avec les défenseurs qui ont été échangés pendant la saison. Donc le 30 novembre, il y a eu un gros échange avec Nikita Zadorov qui a pris la direction des Canucks de Vancouver et les Flames de Calgary qui ont obtenu un choix de 5e ronde en 2024 ainsi qu'un choix de 6e ronde en 2026. Calgary qui a pas mal fait le ménage de son effectif et on pourra en reparler plus tard. Le 8 novembre, Zach Bogosian de Tampa Bay a pris la direction du Minnesota le 8 novembre et Tampa Bay a reçu un choix de 7e ronde en 2025. Un des plus gros échanges de défenseurs qu'il y a eu cette année, c'est Jamie Drysdale qui a pris la direction des Flyers de Philadelphie de John Tortorella le 8 janvier. Et les Ducks d'Anaheim ont reçu le jeune Cutter Gauthier qui, lui, n'avait aucune maudite volonté de jouer avec les Flyers de Philadelphie, ce qui est comme ça, des équipes qui nous plaisent moins. Un autre gros échange de défenseurs concernant les Flames de Calgary, c'est un échange qui est à 3 équipes. Donc, Chris Tanev des Flames a pris la direction des Stars de Dallas pour renforcer leur défensive qui commence à prendre énormément d'âge, dont un Ryan Suter qui approche de la quarantaine. Donc Chris Tanev avec Dallas, ainsi que Cole Brady. Les Flames de Calgary, eux, ont reçu Artem Grushnikov, un choix de 2e ronde en 2024, et un choix de 3e ronde conditionnel en 2026. Les Flames, eux, retiennent 50% du salaire de Chris Tanev. Il y a aussi les Devils du New Jersey qui ont reçu, eux, un choix de 4e ronde en 2026. Et eux, de leur part, retiennent 25% du salaire de Chris Tanev. Ensuite, Ilya Lyubushkin, lui, a pris la direction de Toronto pour renforcer une défense qui est pas mal fragile et beaucoup de blessés du côté des Leafs. Donc, du côté de Anaheim, ça, c'est un autre échange à 3 équipes. Anaheim, eux, ont reçu un choix de 3e ronde en 2025 et retiennent 50% du salaire de Lyubushkin. Et la Caroline, eux, qui font partie de cet échange à 3 équipes, ont reçu un choix de 6e ronde au prochain repêchage de 2024 et retiennent, eux, 25% du salaire du défenseur. Du côté de Colorado, ils ont échangé Curtis McDermott, le gros défenseur, aux Devils du New Jersey et eux reçoivent en échange un choix de 7e ronde en 2024 ainsi qu'un prospect du nom de Zakhar Barakov. Un autre échange concernant l'Avalanche du Colorado, Sean Walker a pris la direction de l'Avalanche justement avec un choix de 1er ronde en 2026. Et eux, Colorado, se sont complètement débarrassés d'un Ryan Johansson qui était extrêmement inutile aux soins de l'équipe, qui a rejoint les Flyers. Et lui, il s'est rendu directement au ballottage. Donc, ça a été très clair pour Daniel Brière qui ne voulait pas de ça dans son équipe. Ensuite, qui est pour moi le plus gros échange de défenseurs de cette saison. Noah Hanifin des Flames a pris la direction des Vegas Golden Knights. Noah Hanifin qui a quand même 11 buts, 24 passes cette saison, ce qui est assez excellent pour un défenseur. 23 minutes 46 secondes par match en moyenne joué, ce qui est excellent. Il peut aller aider une défensive assez solide des Alec Martinez qui commencent eux aussi à prendre de l'âge, ces défenseurs à Vegas. Du côté des Flames, Daniel Miromanov, prend la direction des Flames, ainsi qu'un choix de 1er ronde conditionnel, un choix de 3e ronde conditionnel, et eux retiennent 50% du salaire de Hanifin. Ensuite, on retourne du côté de Toronto. L'ancien joueur des Canadiens, Joel Edmondson, rejoint les Leafs, quitte Washington, qui, eux, reçoivent un choix de 3e ronde et un choix de 5e ronde, respectivement en 2024 et 2025, qui, eux, retiennent 50% du salaire
du défenseur vétéran. Du côté des Rangers, eux ont reçu de Pittsburgh Chat Ruedel. Et Pittsburgh, eux, ont reçu un choix de 4e ronde en 2027. Pittsburgh qui ont fait beaucoup de ménage pendant les transactions et on pourra en reparler davantage plus tard. Ensuite, Andrew Peak rejoint les Bruins de Boston, quitte Columbus, qui eux reçoivent Jacob Zboril, un prospect, et un choix de 3e ronde en 2027. Je trouve que amener Andrew Peak à Boston peut vraiment favoriser Boston en termes de défense, donc on verra si ça peut marcher en série éliminatoire. Ensuite, Troy Stecher rejoint les Oilers d'Edmonton, qui renforce encore une défense assez impressionnante avec des Mathias Ekholm et des Evan Bouchard. Ils reçoivent aussi un choix de 7e ronde en 2024. Arizona, eux, reçoivent un choix de 4e ronde en 2027. Ensuite, le vétéran Eric Johnson rejoint les Flyers de Philadelphie, qui, si ça commence à se replacer, pourrait faire les séries depuis un bon bout de temps. Et eux, Buffalo, reçoivent un choix de 4e ronde en 2024. Ensuite, Matt Dumba, de, encore une fois, Arizona, rejoint le Lightning de Tampa Bay, qui sont quand même à la course aux séries en ce moment. Ils reçoivent aussi un choix de 7e ronde en 2025. Arizona, qui, eux, reçoivent un choix de 5e ronde en 2027. Ensuite, pour les Flames, Nikita Okhotiuk, désolé si j'ai massacré le nom, rejoint les Flames de Calgary et San Jose, eux, reçoivent un choix de 5e ronde en 2024. Ensuite, Colin Miller rejoint les Jets de Winnipeg qui commencent à être dans le playoff picture, même dans la course pour la coupe, honnêtement. Le New Jersey reçoit en échange un choix de 4e ronde en 2026. Et ça fait le tour pour les défenseurs qui ont été échangés cette année. Je laisse maintenant la parole à Étienne qui va nous parler des joueurs de centre. Merci. Donc, on va sauter directement au centre. On va y aller avec les 2 transactions qui ont eu lieu plus tôt dans la saison. Donc, tout d'abord, on va y aller avec la transaction qui a amené Elias Lindholm aux Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver, quant à eux, ont envoyé aux Flames de Calgary Andrei Kuzmenko, qui malheureusement fitait pas vraiment dans les plans de Rick Tocchet à Vancouver. En plus de 2 jeunes joueurs, un premier choix au repêchage et un 4e choix au repêchage. Cette saison avec les Flames, Lindholm avait réussi à amasser 32 points en 49 matchs. Cependant, depuis son arrivée avec Vancouver en 17 matchs, il totalise seulement que 7 points. Ça avait bien commencé pour lui. À son premier match, il avait réussi 2 buts. Mais depuis ce temps-là, il est vraiment au ralenti. Tellement au ralenti que les Canucks de Vancouver, durant la date limite des transactions, avaient même eu des pourparlers pour l'échanger encore, même s'il venait juste d'arriver avec l'équipe. Donc, ça, pour le futur, disons, puisqu'il est agent libre cet été, ça risque de peut-être mal tourner entre les 2 équipes. Si vraiment en série, Vancouver ne réussit pas à aller où ils veulent se rendre. Par la suite, l'autre échange qui s'est produit tôt dans la saison, c'est les Canadiens de Montréal qui ont échangé Sean Monahan aux Jets de Winnipeg. C'était clair pour l'équipe et pour Ken Hughes. Sean Monahan, pour eux, valait un choix de première ronde et ils l'ont obtenu, en plus d'obtenir un choix conditionnel de 3e tour. Ce qui est plate, disons, dans cette transaction, c'est que Monahan avait d'excellentes statistiques cette saison avec le Canadien. 35 points en 49 matchs, 13 buts. Lors de son départ, c'était le 3e meilleur marqueur de l'équipe. Moi, je pense vraiment que c'est une transaction, malgré d'avoir reçu le choix de première ronde, je crois que c'est une transaction qui n'aurait pas dû se faire. Je pense que Sean Monahan avait toutes les qualités et tous les atouts possibles pour faire partie de la reconstruction du Canadien. Puis, on le voit un peu au début, après son départ, ça a été un peu difficile pour le Canadien. Ça se replace un peu présentement, mais c'est un gros trou qu'on a sur le power play qui n'est plus là.
Une autre transaction qui concerne l'Avalanche qui a extrêmement bougé lors de cette période de transaction. Ils sont allés chercher le centre Casey Mittelstadt des Sabres de Buffalo. En retour, ils ont cédé le défenseur Bowen Byram. Pour cette transaction, j'ai l'impression que l'Avalanche, premièrement, avec leur transaction, comme Jay a expliqué de Ryan Johansson, sont allés tout simplement chercher un centre d'un peu plus de qualité que Johansson. Mittelstadt, qui connaît une très bonne saison. Déjà 47 points en 62 matchs avec les Sabres, donc c'est une excellente récolte pour lui. Puis l'Avalanche s'est un peu débarrassé, disons, d'un poids lourd, si je peux dire. Bowen Byron, un excellent défenseur, on s'entend. Le seul problème avec lui, c'est qu'il a souvent des blessures. Donc, quelques commotions, quelques blessures. Donc, on a voulu vraiment, avec l'Avalanche, s'améliorer à la position de centre et s'assurer de ne pas trop avoir de joueurs relatifs aux blessures encore dans l'alignement. Du côté d'Edmonton, on cherchait à renforcer aussi la position de centre. On est allé d'une grosse transaction à 3 équipes. Donc, Edmonton ont reçu des Ducks Adam Henrique et Sam Carrick et ont reçu un choix de 7e ronde et Ty Taylor de Tampa Bay. Tampa Bay, dans cette transaction, reçoivent, eux, un 4e choix au repêchage en 2026 et retiennent 25% du salaire de Adam Henrique. Tandis que les Ducks, eux, reçoivent des Oilers, un choix de premier tour en 2024 et un choix de 5e tour en 2025. Pour ce qui est d'Adam Henrique, je ne crois pas que c'est le centre qu'il faut à Edmonton pour vraiment espérer à se rendre très loin en série. Adam Henrique, ça a toujours été un joueur moyen. Ça n'a jamais été un joueur qui était d'une trempe de 60-70 points par saison. Quand même bien défensivement. Faut quand même se rappeler qu'il joue avec les Ducks depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est sûr que pour lui aussi, un changement d'environnement, peut-être, ça va le faire éclore au niveau offensif. Mais j'ose espérer vraiment que son arrivée va aider un peu à la défensive d'Edmonton, qui a des fois certains problèmes à gérer le nombre de buts accordés, entre autres. Du côté des Rangers, on a fait l'acquisition d'Alex Wennberg du Kraken de Seattle en retour d'un choix de 2e tour et d'un choix de 4e tour en 2025. Pour le choix de 2e tour, lui, c'est en 2024. Faut aussi souligner que le Kraken va retenir 50% du salaire de Wennberg. Pour ma part, je trouve que cette transaction-là n'a aucun sens. Wennberg n'a, pour moi, pas sa place vraiment avec les Rangers. Un centre vraiment de qualité, je dirais, très moyen. Et je pense pas vraiment que les Rangers avaient besoin d'ajouter Wennberg dans leur formation pour espérer aller plus loin. On verra bien ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que Wennberg, ça a été une transaction un peu maladroite, si on veut, de la part de Chris Drury. Par la suite, il y a eu un échange du côté des mineurs entre les Flames et les Stars. Donc, les Stars ont envoyé Riley Damiani aux Flames en retour d'Emilio Pettersson. La plus grosse, la première en fait transaction du 8 mars, ça a été une surprise pour plusieurs. Moi le premier, ça a été Evgeny Kuznetsov qui est passé des Capitals de Washington aux Hurricanes de la Caroline. Les Capitals vont retenir 50% du salaire de Kuznetsov et en retour, ils vont recevoir un 3e choix repêchage en 2025. Ce qui est surprenant dans cette transaction-là, c'est que, premièrement, Kuznetsov venait de revenir il y a quelques semaines du programme d'aide aux joueurs et en plus avait été rétrogradé dans la Ligue américaine par les Capitals. Donc, c'est un peu surprenant qu'une équipe à son salaire, il faut le souligner, à 7,4 millions, si ma mémoire est bonne, dans ces environs. C'est surprenant de voir que une équipe prend une chance de lui relaisser une chance, dans le fond,
de se refaire valoir. Quand même un très bon centre, Kuznetsov, gagnant de la Coupe Stanley, a joué longtemps avec Ovechkin, Backstrom. Donc on sait qu'il a le talent pour être un joueur très dominant, il l'a déjà prouvé. Ça a été plus difficile ces derniers temps avec les Capitals, s'entendait pas bien avec le coach, avait des problèmes personnels. Donc pour moi, je crois que déjà que la Caroline avait besoin d'un centre numéro 2, parce qu'il n'y avait pas vraiment de centre numéro 2 depuis que Kotkaniemi a été rétrogradé au 4e trio. Je pense que c'est une bonne opportunité pour Kuznetsov vraiment de se remettre sur les rails, comme on dit, puis de revenir en force en Ligue nationale, et surtout de faire les séries et de pouvoir prouver à tout le monde qu'il est encore le joueur dominant qu'il a été lorsque les Capitals ont gagné la Coupe. Un autre échange concernant l'Avalanche, c'est le centre Ben Myers qui a quitté pour les Ducks, malheureusement pour lui. Et l'Avalanche, en retour, ont réussi à obtenir un choix de 5e ronde en 2024. Donc l'Avalanche, qui en plus d'aller chercher plusieurs joueurs pour vraiment les aider pour faire leur bout de chemin en série, pense quand même aussi à l'avenir et vont chercher quand même des choix repêchage qui peuvent être quand même importants. Par la suite, c'est une autre acquisition douteuse des Rangers, je dirais. Sont allés chercher Jack Roslovic des Blue Jackets de Columbus, qui en retour obtiennent un 4e choix repêchage en 2026. Roslovic a été de l'échange qui a amené Patrick Laine à Columbus il y a quelques années. Columbus qui vraiment ne va nulle part, donc je peux comprendre un peu pourquoi Roslovic a eu beaucoup de difficultés à s'adapter aussi à Columbus malgré son talent. Je ne sais pas si c'est un vraiment bon fit au centre pour les Rangers. Encore une fois, je pense que Wennberg et Roslovic, c'est pas les meilleurs choix qu'ils auraient pu faire sur le marché. Il y avait d'autres joueurs qui étaient beaucoup plus intéressants que ces deux joueurs-là. Disons, ils ont pris une chance. C'est la même chose l'année passée. L'année passée, ils ont pris une chance avec Kane Tarasenko, ça n'a pas fonctionné. C'était des plus gros joueurs que Roslovic et Wennberg. Cette année, ils sont allés plutôt sur des joueurs un peu plus défensifs, je dirais. Donc, ça reste à voir. Peut-être que leur stratégie en série, ça sera d'être plus défensif, serré plus dans la pochette. Et voyons voir si avec ces deux acquisitions, ça peut fonctionner. Par la suite, on a une transaction très intéressante ici entre le Wild et les Maple Leafs. Le Wild a envoyé Connor Dewar à Toronto contre un 4e choix au repêchage en 2026. J'ai peut-être une petite explication pourquoi on est allé chercher un Connor Dewar vice versa la saison dernière où on était allé chercher un Ryan O'Reilly. On se rappelle, Matthews a dû signer une prolongation de contrat. William Nylander a dû signer une prolongation de contrat. Il faut se rappeler que Matthews, Nylander et Marner sont très élevés au niveau de la masse salariale pour ces trois joueurs-là. Donc, Toronto n'a pas eu assez de place, disons, sur le plafond pour aller chercher un joueur d'impact comme Ryan O'Reilly l'avait été la saison dernière. Donc, encore une fois, tout comme les Rangers, on s'est plutôt ravisé vers un joueur beaucoup plus défensif, très responsable en défense, plus qu'un joueur responsable dans les deux sens de la patinoire comme Ryan O'Reilly. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'ai l'impression que les Leafs, avec cet ajout-là, ça ne va pas changer grand-chose à ce qu'ils sont déjà. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment meilleurs qu'ils étaient avant ou après cette transaction. Tout comme la transaction de Kuznetsov a surpris tout le monde, lorsqu'elle a été annoncée, la dernière transaction de la journée a surpris encore beaucoup plus de personnes. Les Golden Knights de Vegas, après avoir été chercher, entre autres, Anthony Mantha et Noah Hanifin, ont, par une magie inconnue encore de tout le monde, réussi à mettre la main sur Tomas Hertl des Sharks de San Jose, d'un 3e choix au repêchage en 2025 et d'un 3e choix en 2027, tout en envoyant aux Sharks un choix de première ronde et David Edstrom. Ce qui est surprenant dans cette transaction-là et ce qui surprend un peu tout le monde, c'est que normalement, à la date limite des transactions, avant de rentrer en série,
les joueurs qui vont quitter les équipes sont souvent les joueurs qui sont agents libres à la fin de la saison. Ce qui n'est pas le cas de Thomas Hertel. Thomas Hertel est sous contrat encore pour 6 saisons. Ça veut donc dire que Vegas prend un énorme pari avec le plafond salarial, malgré on sait qu'il va augmenter un peu l'an prochain. Mais tout de même, Thomas Hertel fait en moyenne, si ma mémoire est bonne, c'est 7 points quelques millions encore pour 6 ans. Les Sharks vont retenir, eux, cependant, 17% du salaire de Hertel pour les 6 prochaines saisons. Mais il ne faut pas oublier que déjà avec les Golden Knights, on a Mark Stone. Là, on profite bien sûr de sa blessure et qu'il est sur la liste des blessés à long terme pour acquérir d'autres joueurs. Mais si jamais il revenait, ça va être extrêmement difficile de garder les nouveaux venus comme Manta, comme Hanifin, qui sont agents libres à la fin de la saison, tout en sachant qu'Hertel, lui, a encore 6 années à son contrat. Donc, est-ce que c'est un essai seulement pour les séries et on se donne le go pour espérer y aller un back-to-back pour la Coupe Stanley, et après on décide de soit faire comme la saison dernière pour garder Barbachev, échanger un joueur de la trempe de Riley Smith pour libérer de l'argent, ou bien c'est peut-être même Thomas Hertel qui va bouger encore, on ne sait pas. Reste à voir, mais vraiment on peut dire que le directeur général des Golden Knights a vraiment réussi un tour de magie extraordinaire en amenant Thomas Hertel. Et d'un autre côté, pour Thomas Hertel, c'est sûrement une délivrance totale de quitter enfin les Sharks de San Jose après toutes ces années de misère depuis le départ de Thornton et Marleau. Vraiment, je crois que Thomas Hertel est un homme très heureux présentement. Pour ma part, ça va se conclure ici pour les centres. Je vais laisser la place à Chloé qui va vous parler des ailiers maintenant. Merci beaucoup, Étienne. Comme il l'a dit, je vais parler des ailiers. Donc, Emil Bemstrom, qui était avec les Blue Jackets, a été échangé aux Penguins contre Alex Nylander et un choix du 6e ronde. Les deux joueurs n'ont pas trouvé de place dans leurs anciennes équipes, donc ce qui a créé l'échange. Depuis Nylander est arrivé aux Blue Jackets, il a des meilleurs résultats, dont un tour du chapeau. Maintenant, passons à Vladimir Tarasenko, qui était avec les Sénateurs, a été échangé aux Panthers contre le choix du 3e ronde en 2025, mais Ottawa retient 50% de son salaire. Tarasenko n'était pas content avec Ottawa, et depuis qu'il est arrivé avec les Panthers, il est meilleur avec Barkov et Sam Reinhart. Honnêtement, je comprends Tarasenko parce que Ottawa, ça marche vraiment pas en ce moment. C'est pas vraiment leur meilleure saison. Anthony Beauvillier, qui était avec les Blackhawks, a été échangé aux Predators contre un choix du 5e ronde en 2024. Depuis que Beauvillier a quitté les Islanders, c'est très difficile cette saison. Déjà, il a fait 3 équipes. Espérons qu'il se trouve une place chez les Predators. Dans le 3e ou 4e trio, sinon sa place est aux estrades. Après ça, il y a Yann Misak, qui était avec les Canadiens, a été échangé aux Ducks contre Jacob Perreault. Un échange pour les clubs mineurs, ce qui n'est pas vraiment important pour le moment, mais lors du repêchage de Jacob Perreault, les recruteurs avaient dit que c'est lui qui était le meilleur tireur. Donc ensuite, Brendan Duhem, qui était avec le Wild, a été échangé à l'Avalanche contre le choix du 3e ronde en 2026. L'Avalanche avait besoin d'un attaquant pour les séries, donc ça va rendre leurs équipes plus solides. Ensuite, Yakov Trenin, qui était avec les Predators, a été échangé à l'Avalanche contre un choix du 3e ronde en 2025. Encore une chose, c'est pour la même raison, ces deux-là, c'est pour rendre l'équipe plus forte en série. Ensuite, Anthony Duclair, qui était avec les Sharks, a été échangé au Lightning de Tampa Bay contre Jack Thompson. Une des lacunes du Lightning était la vitesse, et Anthony Duclair est un joueur avec une vitesse impeccable. Et il a joué son premier match, et il a déjà marqué un but. Jack Kenzel, qui était avec les Penguins, a été échangé aux Hurricanes contre Michael Bunting, mais les Penguins retiennent 25% de son salaire.
Les Hurricanes essaient le tout pour remporter la Coupe Stanley. C'est très rare que le propriétaire ne dépense pas sur les agents libres de la saison, mais il a sûrement eu de la pression pour aller chercher Gensel. Un très mauvais move pour Pittsburgh. Kyle Okposo, qui était avec les Sabres, a été échangé aux Panthers contre un choix de 7e ronde en 2024. Les Panthers sont allés chercher beaucoup d'expérience, un vétéran de 35 ans qui va pouvoir amener de l'expérience en série, ce qui manquait peut-être la saison dernière chez les Panthers. Tyler Toffoli, qui était avec les Devils, a été échangé aux Jets contre un choix du 2e ronde en 2025. Les Jets ont profité que Tyler Toffoli et Monahan sont de très bons amis, ce qui a attiré Toffoli à venir à Winnipeg. Et avec l'attaque que Winnipeg ont déjà avec Connor et Morrissey, l'ajout de Toffoli, un marqueur naturel, pourra aider grandement l'équipe. Patrick Maroon, qui était avec le Wild, a été échangé à Boston contre un choix du 6e ronde en 2026. Les Bruins ont voulu se grossir et avoir de l'expérience en série, ce qui se manquait sur le 3e et le 4e trio. Jason Zucker, qui était avec les Coyotes, a été échangé aux Prédateurs contre un choix du 6e ronde. Nashville voulait amener un punch à l'attaque. Selon moi, c'est un très bon ajout à l'équipe. Klim Kostin, qui était avec les Red Wings, a été échangé aux Sharks contre Radim Sadek. Une transaction beaucoup moins importante que les autres. Désolé pour Kostin qui va aux Sharks. Et le dernier, Wade Allison, qui était avec les Flyers, a été échangé aux Prédateurs contre Denis Gurianov. 2 joueurs qui font juste changer de ville malheureusement, puis Gurianov qui a jamais été le joueur qu'il devait être. Merci Chloé. Donc ça fait le tour des transactions de la saison. Donc on va juste parler de quelques équipes encore. Moi j'aimerais parler des Carolines qui sont honnêtement devenues avec leur grosse acquisition avec Evgeny Kuznetsov et surtout Jake Gensel des gros favoris pour la coupe. Tu sais, c'est efficace d'avoir des gagnants de la Coupe Stanley dans une équipe parce qu'ils ont l'expérience puis ils ont déjà acquis un certain calibre pour aller jouer en série puis pour potentiellement amener une coupe à leur équipe. Donc dans le cas d'amener des gars comme Jake Gensel qui l'ont gagné 2 fois back-à-back avec Pittsburgh, un gars comme Kuznetsov qui a été extrêmement important quand les Caps l'ont gagné en 2018 la coupe. Donc amener des gars comme ça dans l'équipe, vraiment, c'est méga gagnant pour la Caroline. Donc, on va voir si ils peuvent se défaire de leur série de défaites en finale d'association. Parce que c'est ça l'affaire avec la Caroline. Ils sont toujours une puissance très, très, je dirais, sous-estimée dans l'Est. Ils réussissent à dominer dans les 2 premières rondes, mais dès qu'ils se rendent en demi-finale, ils pognent l'équipe de l'Est qui sont jamais capables de passer. L'année passée, ça a été la Floride qui les ont balayés en 4 matchs. Donc, on va voir si cette année, avec les acquisitions qu'ils ont faites à la date limite des transactions, ça peut complètement changer la donne. Et j'aimerais conjuguer ça avec Pittsburgh qui ont shippé Jake Gensel en Caroline. Fait que, comme Chloé a dit, je trouve que ça a été un move complètement ridicule. Parce que Pittsburgh, en faisant ça, premièrement, ils ont complètement lâché la course aux séries. Puis, deuxièmement, ça a juste complètement écrasé encore plus leur équipe. Pour parler des statistiques, c'est 2 matchs sans aucun but de suite à domicile. Donc, ils ont marqué aucun but à domicile 2 fois de suite. Ce qui est pas très bon pour les fans qui sont là. Puis, en ce moment, ils ont perdu aujourd'hui 4-0 contre Edmonton. Ils ont 1 but marqué en 3 matchs. Donc, une défaite de 6-0 contre Washington, 5-1 contre Boston et 4-0 contre Edmonton. Donc, non seulement Pittsburgh se débarrasse de potentiellement un joueur qui aurait pu, avec des recrues qui s'amènent à l'équipe, amener de l'expérience ou quoi que ce soit, parce que des gars comme Crosby, Malkin, le temps, ça ne durera pas longtemps. Et je pourrais parler de Chris Letang un peu, qui en ce moment, je trouve que c'est le pire défenseur de l'équipe, dont un but de Connor McDavid qui a eu lieu aujourd'hui. Chris Letang a complètement passé la rondelle à Connor McDavid.
à la dernière défaite 4-3 contre les Flames. Pittsburgh qui était en avance 3-1 et les Flames qui sont remontés 4-3. Il y a eu 2 revirements de Chris Letang dans la partie. C'est le pire défenseur de l'équipe. Puis je vais y aller avec Sidney Crosby aussi, qui évidemment lui est complètement déçu de l'échange de Jake Guentzel. Et il reste encore 1 an de contrat à Sidney Crosby avec les Pingouins. Je vais faire une prédiction un peu osée, si je peux le dire comme ça. Sidney Crosby ne finira pas sa carrière avec les Pingouins de Pittsburgh. Si les Pingouins, ça va aussi mal l'année prochaine, premièrement, Mike Sullivan, mettez-moi ça dehors, parce que ça marche pas. Et Sidney Crosby, si tu veux donner à ce gars-là la chance de bien finir sa carrière, ce gars-là a été la face de Pittsburgh depuis son arrivée en 2006 ou 2008. Là. Corrigez-moi si je me trompe. Depuis son arrivée dans la Ligue, ce gars-là a été la face des Penguins de Pittsburgh. Il a amené 3 coupes à cette équipe-là, à cette ville-là. Il a été un symbole de l'équipe. 1500 points et plus, donc c'est dans le top 20 de tous les temps. Sidney Crosby a laissé sa marque dans le monde du hockey, puis je pense que laisser ce gars-là à Pittsburgh jusqu'à la fin de son contrat, ça serait insultant. Donner ce gars-là la chance de bien finir, parce que Pittsburgh, ça s'écroule de jour en jour. Merci, Jay. C'était vraiment intéressant tes points. Juste pour ajouter un petit truc aux Hurricanes, faut pas oublier aussi que leur brigade défensive, c'est une brigade défensive très offensive. Faut pas oublier, il y a Brady Shea, Brent Burns, c'est des joueurs extrêmement habiles avec la rondelle. Puis on l'a vu tout récemment contre le Canadien, Brady Shea a marqué 2 buts. Donc, faut pas mettre les Hurricanes hors de la course cette saison, malgré que dans l'Est, c'est vraiment les Panthers qui dominent de A à Z. Et j'ai l'impression, honnêtement, que ça va être les Panthers encore qui vont se rendre en finale. Allons-y maintenant du côté des Islanders. Une petite remarque seulement pour les Islanders. Dans le fond, ça fait quelques saisons, si ma mémoire est bonne, ça fait 3 ans consécutifs maintenant que Lou Lamoriello, le directeur général, fait aucune transaction à la date limite. Ce qui est un peu surprenant, surtout cette saison, parce que les Islanders sont au plus fort de la course aux séries, avec entre autres les Red Wings et le Lightning, pour entrer pour la dernière porte des séries. Donc, c'est quand même un peu surprenant de voir que Lou Lamoriello n'a pas apporté peut-être un punch à l'attaque, ce qui manque vraiment aux Islanders cette saison, parce que leur défense est vraiment bien garnie déjà. C'est vraiment, je dirais, au côté de l'attaque qui manque un certain punch. Ça aurait été intéressant qu'ils fassent un petit push peut-être à la fin de la journée, vendredi, avant 3 heures. Puis, malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'ai l'impression que au niveau des Islanders, on est un peu déçus au niveau des joueurs. Cependant, au niveau de Patrick Roy, j'ai l'impression qu'en arrivant avec les Islanders, peut-être que Lou Lamoriello lui a dit que cette saison, il n'avait aucune envie de faire une transaction. Il pensait peut-être que son club était, déjà formé dans sa tête, lui, pour faire les séries. Donc, ça va être intéressant de voir si, premièrement, Patrick Roy va être capable, avec l'équipe qu'il a, réussir à se qualifier pour les séries. Puis, si jamais c'est ça qui se produit, de voir où ils peuvent se rendre avec leur effectif. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont être capables de se rendre bien loin. J'ai l'impression qu'ils vont réussir à rentrer en série. J'ai l'impression que le Lightning sera peut-être pas capable d'y arriver, malgré leur grosse victoire de 7-0 il y a 2 jours. Mais ça va rester à voir, ça va rester intéressant. Ça risque d'être une course intéressante aux séries finalement. On pensait peut-être que dans l'Est, ça allait être moins intéressant que dans l'Ouest. Finalement, ça risque d'être vraiment intéressant, surtout entre Détroit, le Lightning et les Islanders. Maintenant, un petit mot sur une des équipes que j'affectionne quand même beaucoup, les Sharks de San Jose, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont plus jeunes peut-être aussi, les Sharks de San Jose ont déjà été une puissance de la Ligue nationale. Ça fait pas si longtemps que ça non plus.
c'est la raison pour laquelle ils sont rendus où ils sont présentement, donc au bas fond du classement, c'est les décisions qui ont été prises au cours des dernières années. Donc, officiellement, quand on entend qu'une équipe a été au top de la ligue pendant plusieurs saisons, ça veut dire des choix repêchage bas. Donc, souvent dans les 25 à 30 derniers, ce qui fait en sorte que, même si c'est pas une science exacte, le repêchage, la plupart du temps, les joueurs repêchés plus loin sont beaucoup moins bons que ceux qui sont repêchés plus tôt. Dans certains cas, vous allez me dire que c'est pas le cas, et c'est vrai. Et on adore quand ça arrive, qu'on repêche un joueur très loin et qui finalement devient une star. Je pense entre autres à Jesper Bratt des Devils. Mais pour les Sharks, ça n'a pas été le cas. Quand on avait du succès, il y avait déjà un noyau. On avait un Vlasic plus jeune, Patrick Marleau, Joe Pavelski, Joe Thornton, Thomas Hertel. Tous les joueurs comme ça, même des joueurs de soutien un peu qui, dans d'autres équipes, ont moins bien fait. Je pense ici à Ryan Dzingel, entre autres, qui après avoir été changé des Sharks aux Sénateurs, ça a vraiment, disons, terni sa carrière. Mais c'est pas seulement ça. Bien sûr, il fallait à un moment donné se séparer de Thornton, Marleau qui vieillissait. Ça, c'est comprenable, mais il n'y a jamais eu de remplacement, si on veut, ni avec les joueurs plus jeunes ou joueurs repêchés, ou bien au marché des transactions, ou l'été, lorsque les agents libres commencent à être disponibles le 1er juillet. On a fait aussi des transactions un peu, je dirais, coup de tête. Je pense entre autres au départ de Brent Burns en Caroline. Ça a été soudain. Le départ d'Eric Carlson, ça on s'y attendait un peu plus. Carlson n'était plus vraiment heureux avec les Sharks et on peut le comprendre aussi. Quand tu fais une saison de plus de 100 points en étant un défenseur et puis que ton équipe finit dans les bas-fonds du classement, on peut comprendre que tu sois un peu tanné d'être là. Il y a aussi la saison dernière, on se rappelle, on avait décidé de garder Logan Couture et Thomas Hertel et on avait échangé Timo Meier qui était agent libre la saison dernière. On l'avait échangé aux Devils. Ensuite, les Devils l'avaient signé pour une prolongation de contrat de 8 ans. C'était un joueur qui pouvait aider les joueurs en place encore chez les Sharks à remonter un peu l'équipe. On a complètement abandonné sur Timo Meier. Et puis cette saison, encore une fois, il y a le plus gros joueur de l'équipe qui a tout donné durant toutes les années qu'il a été là, vraiment. Ça a été un joueur exemplaire. Même cette saison, lorsqu'il était sur la glace, se donnait à 100%, même si son équipe, vraiment, c'est comme s'il jouait tout seul, honnêtement. Et écoutez, on ne sait pas vraiment si c'est lui qui a demandé à être échangé. Je penserais pas. Il a déjà dit, Thomas Hertel, qu'il aimait bien jouer à San Jose, qu'il ne voulait pas partir. Mais on a quand même décidé du côté des Sharks et de Mike Greer, le directeur général, de l'échanger. Donc, et c'est pas le seul échange qu'on a fait cette saison à la date limite non plus. On a fait 4-5 échanges quand même. Et on est surtout allé chercher des choix au repêchage. C'est là le problème qui est arrivé. C'est que on a mal repêché. On a repêché très bas dans les années où on était bien. On pensait qu'on allait être, comment je pourrais dire, une dynastie si on veut dire, et avoir en continu un changement de personnel constant et équivalent entre eux. Ça n'a pas été le cas. Et puis là, on est pris, comme on dit, à échanger tous les joueurs qui sont de calibre, qui ont du talent de l'équipe, pour essayer d'aller chercher des choix au repêchage. C'est ce qui s'est passé, entre autres, avec Thomas Hertel. Mike Greer a dit qu'il avait besoin de choix au repêchage. Et avec cet échange-là, ça leur donne 2 choix au repêchage dans le prochain repêchage. Donc, on y va d'une reconstruction, une reconstruction très lente, très lente du côté des Sharks de San Jose. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Et honnêtement, pour les joueurs des Sharks, ça va être des saisons à venir assez difficiles, à moins que vraiment l'organisation et la direction
prend des mesures rapides, mais j'ai l'impression que ça va être très, très, très long avant que les Sharks reviennent dans le top de la ligue. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, tout le monde, pour ce compte-rendu hautement en détail et exhaustif concernant les transactions de la LNH. Et maintenant, nous allons passer à notre deuxième sujet, le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. La conclusion de la fabuleuse trilogie adaptée à l'écran de Tolkien, qui est absolument phénoménal. Ce film qui est d'ailleurs le tout premier Seigneur des Anneaux qu'on a regardé, moi, Étienne et Jérémy, ironiquement parlant, et qui conclut les aventures de tout le monde, le trajet d'Aragorn, qui finira par devenir le nouveau roi du Gondor, le trajet de Sam, Frodon et Gollum jusqu'à la montagne du destin au Mordor. La dernière chevauchée de Théoden et de ses Rohirrim sur les champs de Pelennor au Gondor, avec l'incroyable charge des Rohirrim qui est juste iconique et fabuleuse, comme toujours. Le combat incroyable entre Sam et Shelob, ou Arachné comme on dit en français. Mais avant d'aller davantage en détail avec le film, je veux parler de la séquence d'intro. La scène d'intro qui introduit comment Sméagol est devenu Gollum. Comment c'est commencé par le fait que lui et son ami Déagol à l'époque... En fait, c'est tellement drôle. C'est essentiellement 500 ans avant les événements de l'histoire. Mais visuellement, c'est pareil. Leurs vêtements sont essentiellement du même genre. Il n'y a pas de changement technologique. Je trouve ça un peu drôle. Essentiellement, c'est ça. Ils étaient en train de pêcher, le Déagol, il a attrapé un gros poisson qui était tellement fort, ça a fait sortir, il l'a expulsé de sa barque. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on le voit que les effets visuels n'étaient pas encore au point, parce que quand Déagol est en train de se faire traîner sous l'eau, tu le vois que le gars était juste superimposé sur un écran vert, mais quand même, c'était bien. Et c'est sous l'eau qu'il a trouvé l'anneau, qui est introduit avec le thème joué, je crois, au violon. Du thème de l'anneau, le thème iconique. Et lorsqu'il ressort de l'eau, Sméagol il le rejoint. Et à l'instant il voit l'anneau, c'est là qu'on voit un des points que j'adore du film, le regard des acteurs. Leurs émotions, leurs sentiments, tu le vois évidemment dans leur visage, mais surtout au niveau des yeux. Parce que dès que Sméagol jette son regard sur l'anneau, ses yeux juste s'élargissent, s'écarquillent comme si... Et tu le vois que sur le coup, il est ensorcelé. Et en même pas presque 20 secondes plus tard, ça passe de « S'il te plaît, Déagol, donne-moi l'anneau, je veux l'avoir » à « Il saute dessus, il s'entretue. » Et Sméagol, il égorge son ami au point de le tuer. C'est passé en l'espace de quoi? De 15 minutes à juste 2 chums en train de pêcher, pépère, à 2 gars qui sont en train de s'entretuer pour un anneau. Et tout le long, les effets sonores, c'est incroyable. Cette espèce de vroom, 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 comme un battement de cœur. C'est incroyable. La musique, en fait, c'est ça, les effets sonores, cette espèce de bruit de drum. Et tu peux même entendre Sauron parler en arrière-plan. Ça, c'est un détail que j'avais oublié la première fois. Et après ça, à l'instant, juste après que Sméagol met l'anneau à son doigt, là, ça passe au film d'horreur. Mais vraiment, ça passe au film d'horreur. Le voice-over de Gollum, le procédé par lequel Sméagol se transforme en Gollum, quand il s'étouffe, il fait... C'est affreux, c'est cauchemardesque. Aussi, comment ça se poursuit, ses dents qui pourrissent, en même temps que tu entends Gollum en train de chanter... Je dis poisson, faut bien goûter. Mais en fait, tu vois le close-up sur la bouche de Sméagol, qui a perdu plein de dents, puis il mord dans le poisson encore vivant. Toute la séquence est incroyable. Et ça montre aussi à quel point l'anneau est maléfique. Ça te montre à 100% les effets malveillants de l'anneau unique. Et que toute cette séquence-là, c'est seulement un peu une analogie de la dégénérescence quand tu deviens accro à une drogue. Gollum, c'est un peu une analogie de ça. C'est ce qui arrive quand tu deviens un drug addict, dit grossièrement. Effectivement, Raphaël, c'est tellement une intro qui fait penser vraiment à un film d'horreur, comment Gollum est représenté et montré à l'écran. Mais c'est ça que j'aime des 3 films.
Les intros des 3 films sont absolument phénoménales. Dans le premier film, tu as toute la guerre entre Sauron et les hommes et les elfes de la Terre du Milieu. Dans le deuxième film, tu as l'intro absolument badass de Gandalf contre le Balrog. Et le troisième film, tu as l'intro avec Gollum, avec Sméagol, qui devient Gollum. Et justement, tu parlais des effets d'audio. Justement, tu parlais des effets du mixage de son, en fait. Puis c'est un fait très, très pertinent à savoir. Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, a gagné 11 Oscars. Toutes les Oscars dont ils ont été nominés, donc je vais les nommer: meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleure musique de film de Howard Shore, qui est absolument brillant. Dans ce film-là, il y a beaucoup plus de chœurs, de chants. C'est absolument phénoménal, je trouve. C'est un film qui m'affectionne beaucoup, côté musique, côté storytelling aussi. Donc c'est juste... Howard Shore mérite cet Oscar pleinement. Meilleure chanson originale, Into the West, qui est chantée par Annie Lennox, du groupe Eurythmics. Ça a aussi gagné l'Oscar du meilleur décor, meilleur costume, meilleur effet visuel, meilleur montage, meilleur maquillage. On le voit au début du film dans la scène où est-ce qu'on présente Gollum sous l'aspect un peu horreur. Le maquillage, juste avant qu'on coupe vers Frodon et Sam qui dorment, le maquillage qui est fait sur Andy Serkis, moi ça me fout la chair de poule, honnêtement. C'est fou. Tu sais, Gollum, dans le reste du film, évidemment, c'est fait en animation, mais je me dis, est-ce que Gollum, ça aurait marché avec un vrai acteur? J'avais vraiment le Andy Serkis maquillé. On ne sait pas vraiment, mais je trouve que c'est absolument horrifique, puis qu'on voit que ce gars-là est déformé et complètement possédé par les pulsions maléfiques de l'anneau. Et finalement, l'Oscar du meilleur mixage de son. Le mixage de ce film-là est absolument malade mental. Ça me fait penser à une scène dans le film avec l'araignée quand elle pique Frodon puis qu'elle l'enroule dans la toile d'araignée. On entend vraiment c'est quasiment une séance d'ASMR. C'est très... on entend vraiment la toile d'araignée puis c'est vraiment très dégueulasse, mais genre le mixage de son est tellement mis une coche plus haut que n'importe quel film qu'on peut regarder aujourd'hui. Donc le Retour du Roi, honnêtement, c'est un film qui est sur la coche sur effets visuels, musique, mixage de son, absolument tout. Pour continuer un peu avec Gollum, comme vous avez dit, c'était vraiment important, je pense, de vraiment mettre son histoire au début du film, pour vraiment bien comprendre un peu tout ce qu'on va voir par la suite dans le film. Donc, il faut se rappeler aussi que dans le dernier film, j'avais dit que c'était un être à double visage. Et c'est vraiment dans ce film-ci qu'on s'aperçoit vraiment de ces faits-là. Entre autres, lorsqu'il se parle dans l'eau, on voit une face méchante, une face épeurée un peu. Et tout au long du parcours qu'ils ont à faire pour se rendre au Mordor, on va voir que le but ultime de Gollum, c'est de reprendre l'anneau. Ça, on le sait tous. Mais son premier but, c'est de faire éloigner Sam de Frodon. Et disons qu'avec tout le fardeau que l'anneau apporte à Frodon, ça le diminue énormément, et pas juste physiquement, je dirais, ça le diminue mentalement aussi, ce qui fait que Gollum va pouvoir prendre l'avantage sur lui. Et dans le fond, la méfiance que Frodon avait lors des 2 premiers films, elle n'est plus là à cause de sa faiblesse. Donc Gollum va profiter vraiment de sa faiblesse pour le séparer de Sam lorsqu'ils sont dans les escaliers cachés qui mènent à la grotte. Et vraiment c'est là qu'on voit que ça a été vraiment important qu'au début, on nous explique vraiment, et dès le début, l'histoire de Gollum et de pourquoi il est devenu cette créature immonde. Et ça nous prouve aussi comment
c'est un individu avec un intellectuel très bas et une personne faible, parce que l'anneau s'attaque surtout aux personnes faibles. Et directement, comme Raphaël l'a dit, ça a à peu près 10 secondes et était déjà envoûté par l'anneau quand il l'a vu. Pour ma part, moi, je vais parler d'une scène que j'ai trouvée hyper dégueulasse parce que je déteste les araignées. Dans le fond, c'est quand Frodon est rentré dans la toile d'araignée puis qu'il y avait le gros araignée qui le suivait puis qui a fini par le piquer. Moi, ça m'a terrifié honnêtement. Moi, les araignées, c'est quelque chose que je déteste. Sinon, encore une fois, il y a des très beaux graphiques du film. Ça, c'est quelque chose que j'adore dans les trois films. Puis, c'est mon film favori entre les trois. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Malgré que la fin est très, très triste, j'ai quasiment versé une larme. Faut aussi parler je dirais, de celui qui a peut-être sauvé la Terre du Milieu. Et vous allez être un peu surpris. Dans le fond, c'est 2 personnes, mais c'est une série d'épisodes qui vont mener à ça. Je dirais que la première personne qui a réussi à sauver la Terre du Milieu, c'est Pipin. Et pourquoi? Parce qu'il a été trop curieux et qu'il a pris le palandir. Et le deuxième, c'est Gandalf. Et je m'explique. Premièrement, en prenant le palandir, ça a fait que Sauron a posé des questions à Pipin et que, selon Merry, Sauron croyait que c'était Pipin qui aurait l'anneau. Donc ça a fait que, en plus, dans le palandir, Pipin a vu l'arbre du Gondor brûler et Minas Tirith brûler. Donc Gandalf a décidé de se rendre à Minas Tirith. Et à Minas Tirith, avec Pipin, ils ont parlé à l'intendant du Gondor, Denethor, qui a catégoriquement refusé d'allumer les feux d'alarme pour demander de l'aide au Rohan. Et c'est Gandalf qui dit à Pipin d'aller allumer les feux et, juste avant que Pipin monte, lui fait rappeler qu'il ne doit pas le décevoir cette fois. Donc pour moi, oui, c'est pas Pipin et Gandalf qui sont allés chercher l'armée des morts. Mais sans Gandalf et sans Pipin, Gandalf ne se rend pas à Minas Tirith et Gandalf ne dit pas à Pipin d'allumer les feux d'alarme. Le Rohan ne vient jamais, Aragorn ne vient jamais, Aragorn ne devient jamais roi. Pour moi, c'est vraiment 2 sauveurs de la Terre du Milieu et ça nous montre à quel point la renaissance, si l'on veut, de Gandalf a été cruciale vraiment dans cette victoire. Juste pour finir, Chloé en a parlé vite, encore une fois, et on va se répéter, les décors et les paysages et les images qu'on voit dans ce film-là sont merveilleuses. Mais il y en a vraiment une pour moi qui fait vraiment la différence entre tous. C'est quand tous les cavaliers du Rohan s'en vont à la bataille à Minas Tirith et on voit vraiment un plan aérien de tous les cavaliers qui s'en vont dans la même direction. Et je trouve vraiment que c'est une image exceptionnelle. Surtout avec la trame sonore qui l'accompagne, c'est merveilleux. En effet, Étienne, cette scène-là est assez impressionnante parce que ça te montre vraiment l'ampleur de leur force qu'ils envoient au Gondor. Mais une autre scène qui est absolument phénoménale et qui montre l'ensemble des cavaliers du Rohan, c'est celle de la charge des Rohirrim, où la musique est absolument incroyable. Toute la séquence est fabuleuse et qui d'une manière vraiment illustre toute la colère, la rage que les hommes du Rohan ont envers le Mordor, envers Sauron, pour toutes les souffrances qu'ils ont subies, surtout dans le deuxième film. Tu le vois dans certains personnages, leur visage, leurs cris, ils sont en colère, ils vont déferler cette colère sur les orques, qui au début
sont super arrogants. Ils sont sûrs que juste à leur balancer des flèches en pleine tête, ça va les arrêter, mais non. Et d'ailleurs, ça fait quoi la scène qui débute la bataille de Minas Tirith lorsque le général Orc dit la peur, la cité en est envahie. Mais après qu'il donne l'ordre à ses ordres de tirer à volonté sur les Rohirrim, il se rend compte que ça les arrête pas. Et là, son sourire fond et se dit « Oh merde !» Et là, c'est les orques qui ont peur. Tu les vois, à mesure que les Rohirrim avancent, les orques commencent vraiment à avoir peur. Et là, c'est eux qui sont en train de fuir. Et c'est génial. Et c'est là que soudainement... C'est là que soudainement... Bang! Il leur rentre dedans et c'est la catharsis. C'est honnêtement le massacre le plus cathartique que j'ai jamais vu à l'écran. C'est absolument incroyable. Donc ça, c'est une chose, la scène de la charge des Rohirrim dont on pourra en parler pendant des heures. Mais il y a aussi un autre point extrêmement fort chez Le Retour du Roi, et c'est les costumes. Là, dans Le Retour du Roi, ils ont mis le paquet pour les costumes. Que ce soit, et ça, c'est que aussi les armes, le design des armes sont phénoménales. Ça, c'est un truc que j'avais eu envie d'en parler dans les deux tours, mais juste l'esthétique des épées du Rohan sont magnifiques, avec les deux têtes, avec le pommeau, pas le pommeau, avec la garde qui est en forme de deux têtes de cheval qui sont soit dos à dos, bien une en face de l'autre presque pour que les fronts se collent. C'est génial, elles sont magnifiques, en particulier l'épée de Théoden, mais aussi pour les armes et les armures des orques sont incroyables. La première fois que j'ai vu le film, je suis tombé en amour avec l'esthétique. J'ai adoré. J'adore l'esthétique. Et aussi, ça montre un contraste. Comme par exemple, entre les soldats du Gondor, qui sont tous uniformes, ils ont les mêmes armures, c'est les mêmes couleurs argentées avec des casques, je sais dire, comme des casques en espèce de gousse d'ail. Alors que là, les orques de l'autre côté, c'est pêle-mêle, c'est pas uniforme, ça peut n'importe comment, mais c'est aussi, sur le choix des couleurs, c'est très gris, c'est très noir par rapport aux armures gondoriennes qui sont très claires, très argentées. Et aussi, un autre personnage qui a une armure excellente, c'est le roi sorcier d'Angmar. Là, l'armure, elle est excellente. Aussi, la séquence où où il se fait mettre son armure avec les gants, les bottes et le casque. C'est juste une espèce d'énorme bouche qui te fait voir juste un abîme. Mais les yeux paraissaient juste un énorme abîme qui te regarde. Et c'est incroyable. Les costumes sont juste phénoménaux dans ce film. Effectivement, Raphaël, le roi sorcier d'Angmar, qui est probablement, en tout cas pour moi, le méchant, un des méchants les plus, avec le look le plus badass de beaucoup de films que j'ai regardés dans ma vie. Il est vraiment très charismatique dans son aspect très menaçant et très... c'est juste absolument incroyable, le costume. Vous savez, pour des films, c'est souvent très difficile de... Comment dire? De faire une bonne fin. Il y a beaucoup de films qui sont, d'ailleurs d'excellents films, qui ont des fins un peu out of nowhere, un peu random, et des fois très mauvaises. Mais pour Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, je trouve que... On peut considérer qu'il y a plusieurs fins, si on veut, mais je trouve que c'est... comme je l'ai dit précédemment, c'est un film que qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un film que j'ai vu énormément de fois, et en regardant le film dernièrement, pour ce podcast, je me suis dit, c'est mon Seigneur des Anneaux préféré. Honnêtement, c'est un film qui est... on le voit avec leur victoire absolument phénoménale aux Oscars. L'année suivant sa sortie, 11 Oscars, meilleur film, meilleur scénario, meilleure musique. C'est un film parfait. Pour moi, tu peux pas être plus parfait que ce film-là. Puis même les fins sont parfaites. Je pense que c'est la seule fois que je vais dire ça de ma vie, que la fin est parfaite. Donc la première fin, si on veut, c'est quand Frodon et Sam, après avoir détruit l'anneau unique à la montagne du destin, ils se retrouvent sur un rocher pendant que le volcan est en éruption complète. Et ils se remémorent la comté, ce qu'ils aimaient tellement de
de leur petit bout de pays. Donc, ça finit cette petite fin-là par Frodon qui dit « Je suis content que tu sois avec moi, Sam Gamgee ». Puis déjà là, ça montre la chimie qu'ils ont bâti, le lien d'amitié qui est tellement rendu indestructible à ce point-là. Ensuite, il y a un fond noir. Fait que là, on se dit « Est-ce que ça finit vraiment comme ça? » Mais non. On a Gandalf et ses aigles qui viennent sauver Frodon et Sam, et ça amène vers Foncombe, si je me trompe pas, et on a enfin, après la bataille qui a amené la mort de Boromir, la communauté de l'anneau, qui s'est dissipée à la fin du premier film, la communauté de l'anneau. On a la communauté qui est renouée à nouveau, donc il y a Frodon, Sam, Gandalf, Aragorn, Gimli, Merry et Pippin, et puis évidemment il n'y a pas Boromir parce qu'il est décédé. Mais c'est tellement un beau moment, juste la réunification de la communauté, et après ça, on a le bout où est-ce que Frodon s'en va avec les elfes, son oncle et Gandalf vers le soi-disant paradis en dehors de la Terre du Milieu, et c'est une fin très... très puissante. On a accompagné ces personnages-là pendant, théoriquement, si on suit la date des sorties, pendant 3 ans. Si on était allé voir le film au cinéma, ça serait 3 années de visionner ces films-là spectaculaires. Donc, dire adieu à ces personnages-là, c'est toujours quelque chose de dur, parce que c'est quand même des personnages qui sont extrêmement symboliques dans le monde du fantasy et dans le monde cinématographique en tant que tel. Donc, c'est le départ de Gandalf, Frodon, et... tout le monde fait sa vie, et le film finit sur cette phrase je suis enfin chez moi. Donc c'est des fins qui me mettent la larme aux yeux, et juste en parler, c'est des petits frissons qui viennent, mais c'est vraiment des fins absolument incroyables qui sont faites sur la coche. Merci beaucoup, Jérémy. Il y a juste énormément de choses dont on pourrait encore parler par rapport au Retour du Roi. Juste toute la bataille de la Porte Noire, Éowyn, son trajet incroyable dans le film, qui est d'ailleurs responsable, en compagnie de Merry, de la destruction du roi sorcier d'Angmar, de Théoden, qui malheureusement meurt, mais qui n'a plus honte de lui-même, qui est prêt à retrouver ses ancêtres sans la moindre honte en lui. On peut parler de Faramir et de plein d'autres personnages. Mais malheureusement, cela conclura cet épisode de Sur ce, bonne soirée. Mesdames et messieurs, j'espère... Déjà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, et j'espère, comme à l'habitude, que nous vous avons instruit autant que divertis. Et nous vous reverrons la semaine prochaine. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés et passez une bonne soirée.